Bonjour tout le monde, bienvenue. On va attendre quelques secondes ou 1 ou 2 minutes pour accueillir tout le monde, prendre le temps d'accueillir tout le monde et puis on va commencer. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On laisse quelques secondes, encore peut-être une petite minute, le temps d'accueillir toutes les personnes qui participent à ce 7e webinaire expert de Mixity. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va commencer. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui donc pour ce 7e webinaire expert Mixity. Donc pour ce webinaire, nous avons choisi un thème qui nous tient à cœur, qui concerne la façon dont les CEO et DRH d'entreprises s'engagent sur ces questions de diversité et inclusion. Le CEO, la CEO, le DRH, la DRH, ce sont 2 fonctions qui sont les plus en responsabilité finalement sur ces questions, au-delà évidemment des référents diversité et inclusion ou des comités diversité et inclusion dans les organisations. C'est eux qui vont aussi porter l'impulsion de la politique d'inclusion dans l'entreprise. Donc, c'est important aussi d'écouter ces personnes clés dans l'entreprise pour comprendre de leur point de vue quels sont leurs enjeux, quel ROI aussi et quel retour ils attendent de ces engagements sur la diversité et l'inclusion, et puis pourquoi, personnellement, humainement et par rapport à leur entreprise, ils sont concernés et engagés sur ces questions. Donc, pour cette session, je suis vraiment ravie d'accueillir avec nous Guillaume Gibaud, CEO du site français, et Emeline Bourgoin, directrice des ressources humaines d'ING, qui nous font l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je vais leur laisser la parole dans quelques instants. Je vais d'abord passer la parole à Alma, qui s'occupe du digital et de la communication chez Mixity et des communautés. Et donc, Alma va vous présenter en quelques mots l'organisation de l'animation de cette session. Merci Sandrine. Donc, merci à tout le monde. Donc, n'hésitez pas d'abord à nous poser des questions dans la barre du chat. On aura un temps dédié à la fin de la session pour répondre à vos questions. Et au cours de cette session, je vais lancer des quiz, un sondage, et à la fin du webinaire, je vais afficher les résultats. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Alma. Donc, on a aussi une animation sur Twitter, donc n'hésitez pas à tweeter si vous le souhaitez ou à suivre le fil sur le hashtag MixCityExpertDNI. Donc, on l'aura dans les présentations tout au long de la session. Et donc, je vais vous parler très rapidement de Mixity pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Mixity, c'est la première solution digitale RH qui accompagne les entreprises pour mesurer, piloter et promouvoir leur impact diversité et inclusion. Et donc, pour ça, on a conçu des outils, des solutions qui sont basées sur une technologie d'évaluation de l'engagement, de la maturité des organisations sur ces questions de diversité et inclusion, avec un index et une empreinte visuelle de la diversité et inclusion qui permet de voir où on se situe en tant qu'organisation sur l'égalité femmes-hommes, le handicap, les orientations sexuelles, l'identité de genre, les origines sociales ou ethniques réelles ou supposées, et puis les âges dans les organisations.
Donc, on a lancé Mixity en 2020, en février 2020, et aujourd'hui, on compte plus de 100 clients engagés à nos côtés de toute taille, que ce soit des startups en croissance ou bien des grandes entreprises qui souhaitent être accompagnées sur cette approche 360 degrés de la diversité et de l'inclusion. Donc, nos solutions, elles sont à deux niveaux, à la fois sur l'évaluation des pratiques et des process RH de l'organisation, et puis des sondages de perception des équipes sur la diversité et l'inclusion qui nous permettent d'avoir une empreinte globale et une vision globale de ces enjeux de diversité et d'inclusion, mais également d'accompagner les organisations pour les aider à construire leur plan d'action, à construire leur stratégie qui correspond à leur culture d'entreprise. Donc, les organisations peuvent bénéficier d'indicateurs de pilotage parce que la diversité et l'inclusion, comme le business, comme l'engagement environnemental, ce sont des enjeux qui se pilotent et il est important de définir des objectifs, de suivre des indicateurs et aussi de se benchmarker avec son secteur ou son environnement régional. Quelques chiffres rapidement par rapport à cette question sur l'engagement des CEO et des RH sur la diversité et l'inclusion. Aujourd'hui, 75% des dirigeants interrogés dans une récente étude de Workday sur la diversité et l'inclusion la voient comme un enjeu important et même 35% le considèrent comme un enjeu vital, donc comme une priorité stratégique clé de leur développement. Donc, on voit aussi que ces sujets, que la prise de conscience sur la diversité et l'inclusion évolue énormément, notamment dans les plus hautes instances de direction. Et 2/3 des personnes qui sont interrogées sur ces questions, des employés qui sont interrogés sur la diversité et l'inclusion, et qui pensent que pour eux, leurs dirigeants sont vraiment engagés sur la diversité et l'inclusion et en font une priorité, se sentent mieux inclus en fait, se sentent plus épanouis dans leur organisation. Donc la corrélation entre l'implication de la direction générale et le ressenti de l'inclusion sont vraiment très forts et très liés. Donc c'est important aussi que les CEO, les dirigeants d'entreprise portent cette question le plus fortement possible. Et puis, aux côtés des RH, on a plein d'études évidemment, mais on a sorti un chiffre qui est que 80% des DRH et notamment aussi des dirigeants qui sont interrogés dans une récente étude menée par Deloitte, considèrent que la diversité et l'inclusion sont des engagements, des avantages compétitifs. On y reviendra avec nos deux intervenants de ce matin. Et puis, d'un autre côté, on peut aussi mettre en regard le fait que finalement, l'engagement réel sur les dirigeants, sur la diversité et l'inclusion, il est progressif et il peut encore évoluer et s'améliorer. On a quelques chiffres à vous partager aussi à ce niveau. Donc, il y a 33% des dirigeants ou RH interrogés qui estiment que les équipes doivent s'engager pour progresser sur la diversité et l'inclusion ou ont prévu d'augmenter leurs investissements sur ce sujet. Donc, voilà, on progresse. Et un dirigeant sur 3 seulement a des indicateurs de diversité et inclusion qui sont liés à leurs évaluations de performance. Donc, il y a encore finalement besoin de travailler sur cette question de la responsabilisation et de rendre compte de ces engagements avec des indicateurs, avec de la mesure. Et 31% des employés interrogés pensent que leurs dirigeants favorisent un environnement inclusif. 31%, c'est à peu près une personne sur 3. C'est pas si élevé que ça. Donc, il y a encore des efforts à faire dans les entreprises pour accompagner cette culture d'inclusion. Et dernier point, sur la notion justement aussi du business case de la diversité et de l'inclusion et du retour sur investissement et de l'engagement des entreprises et des dirigeants sur ces questions. Les dirigeants d'entreprise sont 69% à faire de la diversité une priorité et à vouloir manager cette politique avec des objectifs de performance. Mais la question et la difficulté, c'est comment, en tant que CEO, on peut encourager le management, donc pas que les équipes RH, les fonctions sales, les fonctions support, enfin toute l'entreprise, à rendre compte, à avoir une vraie, à considérer vraiment qu'ils sont en responsabilité sur ces questions de diversité et d'inclusion. Et ça fait partie des principaux challenges remontés par les dirigeants d'entreprise qui se disent, OK, j'en fais une priorité moi, j'en fais une priorité pour mon entreprise au niveau RH, etc. Mais comment je fais pour que mes managers soient responsables de cette question en termes de comportement et d'action.
Donc, c'est voilà, aussi des sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble avec Emeline et Guillaume, que je laisse se présenter dès maintenant. Donc, Emeline, si tu veux te présenter, à toi la parole. Oui, merci beaucoup Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Emeline Bourgoin, directrice des ressources humaines d'ING France depuis maintenant 4 ans. Parallèlement, je suis engagée sur ces sujets de diversité et inclusion dans différentes instances et notamment au sein de Financiel, qui est une association qui regroupe toutes les associations finalement de la banque et de l'assurance. Et en parallèle de ça, je suis membre de 2 conseils d'administration, représentante aussi assez active du féminin, on va dire, dans ce monde plutôt masculin. Voilà, et j'ai 46 ans et maman de 2 enfants. Guillaume, je te laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Je reprends le fil dans l'ordre inverse. Donc moi, Guillaume, j'ai 37 ans bientôt. Je suis papa de 2 petits garçons. J'habite à Paris. Et il y a 10 ans, j'ai créé une marque qui s'appelle le Slip Français, qui est une marque de vêtements entièrement fabriqués en France. Pour vous donner quelques ordres d'idées, on est 110 personnes, 60 au siège à Paris et 50 dans nos 20 boutiques un peu partout en France. On fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a été pendant une petite dizaine d'années une start-up avec tous ses bons et ses mauvais côtés. On aura évidemment l'occasion d'en reparler juste après. Et aujourd'hui, on est une entreprise à mission. Notre mission, c'est de réinventer avec panache l'industrie textile française. Donc, on passe notre temps dans les usines françaises à essayer de trouver des façons d'innover localement, durablement pour fabriquer nos vêtements de la meilleure manière possible. Évidemment, en engageant une équipe motivée, engagée, qui performe. Et c'est un des gros de ces questions de diversité et inclusion et à vous engager activement sur ces sujets. Nous, pour ceux qui ont loupé l'épisode, on est rentré par la grande ou la petite porte, je sais pas comment on l'appelle dans le sujet diversité et inclusion, avec un épisode très très compliqué à vivre début 2020, où 2 salariés de mon entreprise, dans leur vie perso, ont participé à une soirée blackface et ont eu des comportements tout à fait hors de propos dans leur vie perso, qui n'avaient rien à voir avec l'entreprise, mais un épisode vraiment une crise où les gens, le grand public, certains médias et les réseaux sociaux ont fait l'amalgame entre le comportement privé de 2 personnes et l'entreprise, parce qu'on s'appelle le Slip Français et que forcément on représente la France et du coup qu'est-ce que ça veut dire, et donc vous avez vu ou pas passer cet événement, mais c'était quelque chose de très compliqué à gérer pour l'entreprise, une crise de communication, une crise de réputation, une crise business, une crise juridique de savoir comment est-ce qu'on gère ce truc-là, une crise humaine évidemment, tout ça. Donc moi j'ai essayé de traverser ça de mon mieux, de mon moins mal, et en ayant un peu digéré avec le temps assez rapidement, je me suis dit en fait, qu'est-ce que moi, en tant que CEO, en tant que chef d'entreprise, au bout de 10 ans, j'ai 110 personnes dans la boîte, j'ai vu passer en 10 ans à peu près 500 personnes quand même, entre tous les gens qui sont passés en stage, en CDD, en alternance. Donc j'ai vu passer beaucoup de monde. Qu'est-ce que j'ai raté en fait? Qu'est-ce que j'ai pas structuré? En quoi est-ce que je peux me retrouver à avoir des gens qui, dans leur vie perso, font ça? Est-ce que j'en suis responsable ou pas? Dans quelle mesure? Et donc, je me suis rapproché d'acteurs historiques de la diversité et de l'inclusion, donc Mosaic RH, Diversity Days et Mixity. Et j'en parlerai beaucoup plus longuement tout à l'heure. On a réfléchi ensemble à se dire, en fait, le sujet de la diversité et de l'inclusion dans le monde des startups est un vrai sujet, puisque la réalité du monde des startups, c'est que ils sont composés de beaucoup de gens dans mon profil, c'est-à-dire des hommes de 30 ans, 35 ans, qui ont fait des grandes écoles de commerce. Et aujourd'hui, cet écosystème est un peu dans un entre-soi, ou était en tout cas. Et comment est-ce qu'on fait je rentre dans le sujet, donc je connais un peu plus et je me rends compte qu'il est très compliqué. Voilà. Mais en tout cas, voilà comment je suis rentré dans ce sujet-là. C'est super comme témoignage. Merci Guillaume, parce que c'est vrai que c'est important aussi quand on est dirigeant de prendre conscience de ses privilèges, finalement, quand on est un homme blanc, avec tout ce qu'il faut pour réussir. Et puis de prendre conscience aussi du pouvoir qu'on a pour agir sur ces questions et avancer. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Et Emeline, donc au côté RH, sur la fonction RH, il y a eu beaucoup d'évolutions sur cette question de la diversité et inclusion, qui est venue aussi s'ajouter à toutes les missions qui sont qui doivent être gérées par les personnes en charge des RH. Et comment vous avez accompagné cette évolution de la fonction RH sur cette question de la diversité et inclusion, puis quelle est votre expérience à vous sur ces questions?
Alors peut-être pour répondre à l'envers, là aussi, pourquoi moi je me suis mobilisée sur ces sujets, c'est plutôt une expérience personnelle. Une expérience personnelle puisque quand j'ai commencé à travailler dans les comités de direction, j'étais assez jeune, je devais avoir 33 ans, et je me suis retrouvée seule femme au sein d'une nuée d'hommes, avec finalement plus de travail pour prouver ma compétence que finalement un travail d'efficacité sur mon job en tant que tel, parce que j'étais sous-représentée et parallèlement à ça, et de créer l'engagement au plus haut niveau pour justement promouvoir la parité et la diversité de façon plus globale, parce que pour moi la symétrie des intentions est extrêmement importante quand on fait du B2C. On s'adresse en général à l'ensemble de la population, mais si on n'est que dans l'entre-soi, finalement, même d'un point de vue, on va dire business, on n'est pas dans la représentation des clients qu'on veut adresser. Et donc ça, c'est un sujet pour moi qui a été un driver sur lequel j'ai beaucoup accompagné les leaders avec qui j'ai travaillé et avec lesquels je travaille encore aujourd'hui. Donc avec cette certitude effectivement qui est montrer l'exemple au plus haut niveau est clé afin de pouvoir avoir un impact global sur l'entreprise. Et donc, si je prends l'exemple d'ING aujourd'hui, en France en particulier, c'est un comité de direction qui est paritaire depuis de nombreuses années, avec une strate en dessous qui est composée à 44% de femmes et 47% pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est des résultats qui sont plutôt honorable, même s'il faut jamais relâcher l'effort. Et on a les autres piliers de la diversité sur lesquels on a aussi de nombreux plans d'action, sachant que si je reviens sur les sujets on va dire de l'accompagnement et des indicateurs. Quand j'ai rencontré Sandrine et Dominique de Mixity en 2019, qui sont venus me parler de leur projet, pour moi, c'était d'évidence que d'avoir des indicateurs clairs, partagés, visibles de l'extérieur, nous aider aussi à déployer une politique diversité-inclusion qui était efficace. Parce que parfois, malheureusement, c'est des politiques qui sont menées avec beaucoup de bonnes intentions et d'intuition, mais on n'est pas toujours à l'endroit qu'on espérait atteindre malgré les actions qu'on met en place. Et donc, moi, vraiment, ça a tout changé de pouvoir objectiver au maximum ces actions grâce aux indicateurs de Mixity, et également d'avoir une politique D&I partagée, une politique D&I qui était également plus dans l'efficacité, et on peut voir à travers cet indicateur les évolutions des actions qu'on met en place. Donc ça, c'est extrêmement important. Et par ailleurs, donc on a un principe général chez ING qui s'appelle le 70% Principle, qui déjà part du principe que quand il y a moins de 30% de représentativité d'une diversité dans les équipes, finalement cette personne n'est par nature pas reconnue et pas représentée suffisamment, puisque c'est vraiment quelques individus, voire un seul individu qui est représenté. Donc un minimum de 30% de diversité, donc sur tous les piliers qui sont prioritaires dans la banque, qui sont le genre, l'âge et la diversité culturelle. C'est un principe qui est appliqué du top jusqu'en bas de l'entreprise, partagé, et sur lesquels on a effectivement de nombreux plans d'action qui nous permettent aujourd'hui en France, outre les résultats que je vous partageais sur la diversité de genre, nous permet d'avoir 32 nationalités différentes chez ING en France, et notamment 5 au sein du comité de direction. Donc voilà, moi, ma conviction sur le sujet, c'est que notre rôle de RH, c'est de vraiment sensibiliser le top management quand il ne l'est pas, et de trouver les bons stakeholders. À faire, et bravo à ING aussi pour avoir ces bons scores de représentation dans le COMEX. Curiosité, pardon, est-ce que le CAC 40, les scores sont meilleurs ou pas que SBF 120? Non.
Non, le CAC 40, alors j'ai pas les chiffres avec moi, mais on est à peu près… je te pose une colle. Mais… Alors, ouais, le CAC 40, moi je sais que, l'information que j'ai en tête, c'est qu'effectivement, à la tête des entreprises du CAC 40, on n'a que 3 femmes qui sont PDG ou directrices générales. Donc c'est très peu. Et au niveau de la diversité ethnoculturelle, je crois que c'est encore plus faible. Mais voilà, on pourra communiquer les chiffres précis aussi pour le CAC 40. Mais on est à peu près sur ces tendances-là aussi. Alors, nous allons passer à une autre question pour Guillaume cette fois. Donc Guillaume, par rapport à vos engagements, quelles sont vos priorités en matière de diversité et d'inclusion et quel ROI vous en attendez? Parce qu'on nous dit souvent, nous chez Mixity, OK, on va s'engager dans la diversité et l'inclusion, mais quel est le ROI de cet engagement? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'y aille? Comment il faut que j'y aille? Au-delà de la responsabilité sociale, comment on en fait un… Comment large question. Nous, on l'adresse vraiment en tant que responsabilité d'entreprise de se dire, nous, on a une organisation, on se fixe des objectifs et à ce titre, la diversité et l'inclusion est une priorité stratégique de l'entreprise. Donc, je disais tout à l'heure, on fait vraiment partie des 69% des dirigeants que tu as mentionné dans ton slide. Et pour moi, du coup, pour que ça marche et que, en tant qu'entreprise, on ait envie d'avoir une équipe en termes d'âge, en termes de multiculturel, en termes de LGBTQ+, et en termes de handicap. Du coup, vraiment sur les 5 thématiques, et vous en parlerez évidemment peut-être mieux que moi, mais voilà, sur ces 5 thématiques, on fait un scan en fait de où en est l'entreprise. Et nous, on a fait un premier scan en 2020, assez rapidement après ces événements de l'année 2020, en disant on a besoin d'une structure pour réfléchir le truc. On a fait un premier score qui était à 45 points sur 100. Et 1 an et demi plus tard, on est à 72 points sur 100. Donc, on n'est pas parfait. Il y a plein de trucs qu'on fait pas bien, mais en tout cas, on a vraiment pris un par un. Donc, vraiment dans comment fonctionne l'entreprise, dans sa gouvernance, dans comment est-ce qu'on rédige les offres d'emploi, comment on met en place les processus de recrutement. Moi, il y a un exemple que j'aime vraiment bien. Il illustre le truc, c'est typiquement sur la thématique LGBTQ+. Donc, et Mixity, peut-être vous pourrez répondre derrière, mais c'est vrai que très vite dans l'entreprise, la première question des gens, c'est mais comment vous mesurez? Du coup, vous demandez l'orientation sexuelle des gens et tout ça. Donc, pas du tout. La méthode est bien faite et évidemment, c'est dans le cadre du droit de ce qu'on peut demander en tant qu'employeur. Donc, pas de sujet là-dessus. Moi, j'aime bien l'exemple de dire nommer un référent LGBTQ+ dans la boîte. C'est un truc qui est tout simple à faire, que juste en posant la question, il y a des gens qui vont dire ça m'intéresse ou pas. Si on vous a pas dit, en fait, dans une cadre d'une structure de roadmap diversité inclusion, c'est un des éléments que vous mettez en place, peut-être que vous y pensez, mais en vrai, vous y pensez pas. Et moi, j'y avais pas pensé, pas parce que je veux pas ou parce que je m'en fous, juste en fait, j'avais pas forcément pensé à mettre ça en place. Et je trouve que c'est un exemple pratico-pratique de dire, ça fait partie des choses qui aident à mettre le sujet sur la table en tant qu'entreprise. Et du coup, à partir de ce diagnostic Mixity, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais on a vraiment mis en place et poussé pour que le mouvement Take Your Place dans les startups aille chercher les startups, les CEO, on vit, c'est important. J'ai pas de ROI encore à ce stade. Je suis pas capable de dire j'ai fait plus de 10% de chiffre d'affaires parce que j'ai mis ça en place. Par contre, moi, je trouve que dans l'engagement, dans ce qu'on veut dire, dans ce qu'on veut raconter aux gens qu'on embauche, dans ce qu'on veut raconter à notre communauté, à nos clients, et même moi, dans mon engagement de dire, OK, j'ai envie d'être fier de la boîte que je construis, c'est un ROI très fort. Donc, j'ai pas de chiffre, mais voilà. Donc, en tout cas, encore aujourd'hui, pas de chiffre. Le chiffre que j'ai, c'est qu'on a progressé de 45 sur 100 à 72 sur 100. Et je pense que si on fait des bonnes performances économiques, ça sera un des gros points qui nous aura permis de le faire. Merci beaucoup, Guillaume. Et effectivement, j'aime beaucoup ce focus sur la question LGBT+, parce que souvent, on a aussi plein de questions sur ce sujet-là. Et en fait, c'est aussi quand on est dirigeant d'entreprise ou quand on est sur ces questions-là, accepter d'être d'être dans l'inconfort, d'adresser des sujets qu'on connaît pas, accepter qu'on ne connaît pas tout et qu'il faut apprendre en fait et s'intéresser et regarder ce qu'on peut faire, comment on peut avancer sur ces questions-là. Et c'est normal d'être dans l'inconfort sur des choses qu'on connaît pas forcément. Et voilà, ça veut pas dire que on va pas avancer et construire, mais c'est accepter aussi d'être dans cette relation de confort-inconfort, d'adresser des sujets qu'on connaît pas forcément, mais de se dire que on peut aussi progresser en apprenant, en étant curieux, en cherchant à apprendre et à comprendre et à avancer sur ces questions.
Et si je peux rebondir juste 2 secondes, ce qui est intéressant et moi ce que je trouve vraiment bien dans le fait d'avoir la méthode Mixity avec ces 5 thématiques, c'est que tout de suite ça dépassionne le sujet en fait, parce que forcément vous pouvez pas être sachant sur les 5 sujets. Chacun dans sa vie perso peut être plus touché ou proche d'un des sujets par votre parcours, mais du coup comme on met les 5 sur la table de façon objective, l'inconfort. Merci beaucoup. Emeline, même question. Pour vous, en tant que DRH, quel est le ROI de la diversité et l'inclusion et comment vous faites aussi pour faire levier sur ces questions auprès de la direction générale? Alors, nous, on a à différence de Guillaume, on a mené quelques enquêtes en interne justement sur ces questions-là. Et notamment, on a mené une enquête autour de l'employer branding en avril 2021, au cours de laquelle 86% des salariés chez ING pensent que chez ING, les équipes diverses sont les meilleures. Donc ça, c'est un point qui a été extrêmement prégnant pour nous aussi dans notre à la fois notre certitude que il fallait qu'on continue à déployer des efforts sur ces sujets-là. Et en parallèle de ça, on a mené une étude externe auprès de nos clients notamment au moment de la réflexion sur notre nouvelle politique RSE locale et c'était nos clients B2B donc les grandes sociétés du CAC 40 notamment. Et le premier résultat qui sortait de cette enquête pour plus de 80% de ses clients était dans ce qu'ils appréciaient d'ING était la diversité des interlocuteurs qu'ils pouvaient rencontrer. Donc je parlais de la symétrie des intentions tout à l'heure. Je pense que à la fois la parole de nos clients et de nos collaborateurs est extrêmement parlante sur l'impact de la diversité au sein de l'entreprise. Après, concrètement, bon, moi, je pense que il y a au quotidien, on a énormément de dotations de 12 points au cours des 2 dernières années suite à cet engagement qu'on avait pris et qu'on avait pris avec notre directeur de l'IT. Donc, il y a une vraie sensibilisation aussi des équipes tech pour travailler sur ces sujets-là. On a également travaillé sur des mesures concrètes pour créer les conditions de l'égalité. Et notamment, on a allongé le congé accueil de l'enfant donc pour le 2e parent, quel qu'il soit. Donc c'était une mesure aussi qui s'adressait aux couples LGBT Q+, sur donc avant que ça devienne les 4 semaines. Donc ça, on y était passé en 2019 avec un congé qui a été allongé et qui est 100% payé par l'entreprise. Donc il y a ce type de mesures. Après, on en a de nombreuses qui sont extrêmement concrètes. Et tout à l'heure, si je rebondis sur ce sujet du LGBTQ+, chez nous, c'était un sujet sur lequel je dirais qu'il y a une liberté de parole et une liberté d'être ce que l'on est assez simple chez ING. Mais effectivement, il n'y avait pas d'action particulière. Et en l'occurrence, donc on a décidé quand Tétu a créé son réseau Tétu Connect de s'associer avec Tétu Connect. Et à cette occasion, avec la CEO de l'époque, on a toutes les deux fait un article donc pour partager nos points de vue sur ces sujets. Et ça a été aussi un catalyseur de confiance dans l'entreprise et à cette occasion, on a eu un certain nombre de coming out, voire de personnes qui également nous ont annoncé qu'elles étaient en transition, etc. Et donc ça avait créé cette liberté de parole pour que finalement les gens ne se cachent pas et n'inventent pas différentes choses quand on leur pose des questions qui sont parfois et ça, un peu me permet de rebondir, mais ça doit créer un climat de confiance et c'est vrai que l'authenticité permet aussi finalement de dépenser moins d'énergie à trouver des subterfuges pour ne pas répondre aux questions. Et donc ça a été aussi une belle étape qu'on a franchie finalement, un peu par hasard, je dirais, mais voilà, en mettant en place quelques éléments concrets qui font la force de la preuve et qui nous permettent de générer de la confiance. Merci, Emeline.
Très intéressant. On aurait plein de choses à dire sur toutes ces questions. Guillaume, on parle beaucoup d'attractivité des talents, notamment dans le monde des startups en forte croissance. On parle même de tension dans les recrutements, de guerre des talents. Donc voilà, on est quand même à un niveau assez fort sur ces questions de recrutement. En quoi une politique diversité et inclusion peut aider et quelles actions concrètes peuvent permettre d'adresser ces enjeux aussi d'attractivité talent? Là, c'est vraiment l'une des raisons d'être de Take Your Place. Donc, il y a un site, takeyourplace.fr, qui est vraiment un mouvement qui permet aux startups d'adresser ces sujets de diversité et inclusion grâce à la méthode Mixity, de vraiment déjà mettre en place une vraie politique formalisée. Et de l'autre côté, évidemment, un vrai sujet de recrutement, puisque ça va avec. L'idée, c'est faire se rencontrer deux mondes qui se connaissent pas forcément ou qui ont du mal à travailler ensemble. D'une part, il y a effectivement un vrai besoin de recrutement dans la tech, avec beaucoup de boîtes qui lèvent beaucoup de moyens et qui se font un peu la guerre pour recruter. Surtout qu'aujourd'hui, c'est mondial, la compétition. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont formés, qui sont compétents dans la tech et qui n'arrivent pas à trouver, puisque on le voit, quand on vient pas forcément de ce milieu social codifié dont on parlait tout à l'heure, du coup, on n'arrive pas forcément à passer les étapes. Et vraiment, c'est le but de Take Your Place, de faire ce matching en fait qui ne se fait pas, parce que c'est deux mondes qui sont les uns à côté des autres, mais qui sont close. C'est vraiment un vrai vivier, mais j'ai pas le chiffre. Ok, mais je dis pas de bêtises sur le projet dizaine de milliers. Donc vraiment, ça, c'est un premier truc. En fait, Take Your Place permet de recruter des gens. Là, aujourd'hui, c'est très tendu. Donc ça, c'est évidemment super chouette. Il y a un autre outil qui a été mis en place. C'est une newsletter qui permet de pousser les talents tous les mois, de pousser 2 ou 3 talents vraiment identifiés, qui ont des super parcours issus de la diversité quelle qu'elle soit, et on les pousse au vivier de start-up. Et là, vraiment, ce qui va permettre de faire un effet systémique, c'est qu'on a 25 startups dans le mouvement Take Your Place. Et là, on s'est rapproché des fonds d'investissement, qui sont aussi un des nœuds du sujet. Là où eux ont beaucoup de contraintes CSG, ils vont maintenant mettre aussi des contraintes diversité et d'inclusion sur les startups dans lesquelles ils investissent. Donc là, au-delà de ceux qui voudraient vraiment se fermer les yeux sur ce sujet et puis vouloir y aller de façon proactive, seront contraints d'y aller de façon contrainte et avec des politiques formalisées, des KPI. Et surtout, là où vraiment tout se rejoint, c'est un moyen aujourd'hui de recruter des gens compétents, qualifiés. Et donc, voilà, il y avait les côtés peut-être moins mesurables dont je parlais tout à l'heure de ROI, de est-ce que ça engage plus, est-ce qu'on fait de la perf économique en plus. En vrai, aujourd'hui, moi, à mon stade, c'est difficile de donner un chiffre. Par contre, c'est sûr que diversifier vos talents, ça permet de recruter dans un contexte tendu. Donc là, il n'y a pas tellement de meilleurs arguments que ça. Bien sûr, ouais. L'attractivité et l'engagement des collaborateurs sur ces questions de diversité est très importante. Emeline, si on part sur la fonction RH et justement comment la diversité et l'inclusion peut faire progresser ou améliorer l'attractivité talent, comment vous voyez les choses par rapport à ces enjeux-là, côté attractivité talent justement et diversification des candidats et des candidates que vous rencontrez ou vous sélectionnez? Alors, je reviens sur 75% des 18-24 ans, donc sur cette même tranche de population, sont prêts à quitter leur entreprise s'il y a un trop grand décalage entre leurs valeurs et celles de l'entreprise. Donc, je pense que très clairement, ces deux chiffres mis en perspective sont assez clairs sur le fait que cette valeur diversité est extrêmement importante, quelles que soient les générations, parce que là, il y a un focus sur les 18-24 ans, mais sur les 35 ans et plus, on est quand même à des chiffres à plus de 62%, ce qui est quand même là aussi important. Et si ces valeurs ne sont pas vraiment vécues dans l'entreprise, ça peut amener soit à des départs, soit un manque d'attractivité. Donc, ce qu'on a fait de ces chiffres derrière, c'est qu'on a monté toute une campagne de verbatim avec nos collaborateurs qui témoignent de ce qu'ils vivent de façon très très franche, très honnête. Il n'y avait pas de guideline sur ce qu'ils pouvaient dire, mais voilà comment ils vivent leur diversité chez ING. Donc c'est vraiment la preuve de ce qu'on est et pas juste du diversity washing. Et en parallèle de ça, effectivement sur la partie
plus attraction des talents, comme le disait tout à l'heure Guillaume. Il y a aussi cette capacité à aller chercher des talents à travers, nous, on travaille pas mal avec Hello Handicap aussi, qui nous permet d'avoir un vivier intéressant sur des jeunes talents. On s'est associé aussi avec des associations qui font de l'insertion pour soit des sportifs qui viennent des banlieues défavorisées et qui effectivement suite à leur parcours sportif professionnel cherchent la diversité n'est pas intégrée dans notre ADN et cette culture pour nous elle est extrêmement importante avec toujours cet effet bifidus de ce qu'on fait à l'intérieur se voit à l'extérieur et donc pour moi on ne peut pas mentir, il faut qu'on soit parfaitement aligné entre la réalité de notre quotidien et ce qu'on veut bien montrer à l'extérieur de nos actions. Donc voilà quelques éléments pour répondre à la question. Merci beaucoup. Donc là, dans le dernier sondage qu'on vient de faire en ligne avec les participants et les participantes, on a l'unanimité sur cette question de est-ce que la diversité et l'inclusion permet d'améliorer l'attractivité auprès des candidats. Donc on a 88% de oui, probablement, ou oui, c'est certain. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est un vrai levier aussi pour le recrutement et pour avoir aussi des équipes qui ressemblent à la société telle qu'elle est. Donc ça, c'est aussi important côté marque employeur. Et vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais sur la mesure des performances, je ne sais pas si vous voulez compléter ce que vous avez pu évoquer. Donc, comment vous mesurez, quels indicateurs vous suivez? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont plus faciles à suivre sur cette question de diversité et d'inclusion que d'autres, sur certaines dimensions, par exemple, ou est-ce que vous avez aussi des bonnes pratiques à partager? Donc, je pose la question à tous les deux, si l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, vous voulez témoigner, n'hésitez pas. Alors bon, sur les indicateurs, déjà, nous on utilise Mixity puisque ça correspond tout à fait aux 5 piliers de notre politique diversité. Donc c'est pleinement utilisé tous les ans pour voir les efforts qu'on doit continuer à faire, ce dont on peut être fier aussi et le partager. Les seniors sont valorisés à leur bon niveau de compétence. Chez ING, le handicap est reconnu et on met à disposition le nécessaire pour qu'il soit bien vécu. Voilà, donc c'est un certain nombre d'affirmations comme celle-ci et dans lequel nos salariés peuvent mettre une échelle de réalité vécue et ce qui derrière aussi nous permet de voir l'impact de nos actions et continuer à mettre les efforts au bon endroit. Merci, Emeline. Peut-être juste pour rebondir là-dessus, pas tant sur les indicateurs, mais de dire qu'il y a pour moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, il y a un vrai sujet d'accompagnement des équipes sur ces indicateurs, parce que ça peut toujours un peu, je trouve que ça peut faire, pardon, j'ai les pompiers en bas de chez moi, ça peut être un peu anxiogène le sujet de dire qu'on va mesurer des choses qui parfois relèvent de la vie privée. L'exemple de LGBTQ+, était très parlant. Dans le droit français, il y a beaucoup de choses en tant qu'employeur que vous connaissez, l'âge, l'adresse, voilà. Est-ce que les gens habitent dans les quartiers prioritaires de la ville? Il y a pas mal de choses. Et je trouve que c'est important dès le départ, je pense, pour faire l'adhésion, d'expliquer en fait ces indicateurs et de pas que ce soit quelque chose qui soit, et ça embraye la question sur le rôle CEO RH derrière, mais de dire que je pense qu'il faut embarquer sur la méthode et encore une fois faire un sujet dépassionné, dire voilà, c'est des indicateurs derrière la fonction RH, de vraiment être dans le dialogue et de poser vraiment ces indicateurs, d'en faire une stratégie d'entreprise, mais qui soient clairement expliqués aux équipes. Merci Guillaume. Bonne entrée en matière sur la question suivante, puisque ce qu'on peut se demander aussi, c'est comment on arrive à créer cette relation, ce duo efficace CEO DRH pour ensemble embarquer ces questions au niveau de l'entreprise globale. Donc, c'est quoi les bonnes pratiques? Comment vous vivez ça justement avec vos équipes en interne sur ce duo essentiel et cette collaboration essentielle sur la diversité et l'inclusion entre vos deux fonctions?
Tu veux y aller Oui, j'y vais, Emeline. Vas-y. Je me lance. Pour moi, on se l'est déjà dit, on est super alignés, mais ça ne peut marcher qu'ensemble. Pour moi, ces démarches-là ne peuvent marcher que si c'est vraiment un alignement complet de l'entreprise. Et souvent dans ce genre de cas, évidemment, ça vient du top management, du comité de direction et donc du CEO, de dire ok, c'est une priorité stratégique, c'est pas un truc qu'on va faire à côté parce qu'il faut, c'est un truc auquel on croit, on va mettre de l'énergie, c'est des sujets compliqués, ça prend du temps et voilà. Pour moi, ça ne peut fonctionner que s'il y a une volonté de la direction. Dans cette direction, il y a la fonction RH et cette fonction RH peut bien opérer opérationnellement, les dérouler, expliquer les KPI, les mesurer, ouvrir le sujet de discussion et voilà, que si elle est 100% alignée avec la direction et que ça marche ensemble et que les deux se soutiennent. Et voilà, il joue le rôle d'expliquer, d'aligner en permanence. Et je pense que s'il y a un dysfonctionnement entre ces deux fonctions-là, la démarche peut pas prendre dans l'entreprise. Merci Guillaume. Ouais, peut-être pour compléter ce que disait Guillaume, l'engagement au plus haut niveau, c'est essentiel. Et ce niveau, il doit être pas seulement porté par les RH, mais il doit être porté vraiment par les opérationnels. Et pour préparer le futur, on a décidé au sein du groupe ING aussi de mettre des KPI dans les objectifs des comités de direction et -1, notamment sur les plans de succession de nos managers et dirigeants, pour avoir un plan de succession préparé par manager systématiquement avec une parité à 50-50. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on introduit évidemment dans les objectifs et donc qui peuvent avoir un impact sur la rémunération. Donc ça, c'est des sujets qui évidemment sont décidés conjointement avec la direction générale. On ne prend pas tout seul cette décision au niveau RH d'implémenter de tels indicateurs dans les éléments de rémunération, mais pour nous, c'est clé aussi pour engager de façon plus profonde nos managers. Donc, Emeline, ça veut dire que quand un manager recrute quelqu'un sur un nouveau poste de management, il doit s'assurer qu'il est à 50-50 dans son équipe au niveau du genre. En tout cas, donc le principe, c'est d'être à 70-30, donc genre, âge, nationalité. En revanche, dans les plans de succession sur lesquels on fait une revue annuelle. En se disant, naturellement, on va y arriver. Et c'est vrai que c'est très important aussi d'incentiver cette question-là pour que ça avance très vite et qu'on suive ça de très près. Après, on a aussi parfois la question de certaines personnes, de managers qui nous disent c'est voilà comment on fait aussi, parce qu'on peut être aussi dans une approche où on va faire on va dire des actions de la discrimination positive. Comment on explique aussi ces engagements à des personnes qui sont peut-être dans une posture où ils doutent un petit peu sur ces nouvelles approches et sur le fait de parfois compenser, donc aller chercher plus de femmes, plus de personnes avec des diversités différentes, visibles ou invisibles d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Moi, une réaction de 1, je trouve qu'en objectivant toujours, enfin, je trouve que ça, toujours dans cette idée d'objectiver les choses, d'avoir un chiffre, je trouve qu'à partir du moment où on pose les chiffres et qu'on voit le diagnostic, on dit bon, il y a du boulot collectivement déjà, je trouve que ça explique le pourquoi. Et ensuite, je pense aussi que c'est derrière une culture d'entreprise. Alors, ça met du temps à construire, mais quand dès l'entrée, dès les annonces de recrutement, dès le process de recrutement, on parle de ces sujets-là, je pense que mécaniquement, ça fait rentrer des gens aussi qui sont sensibles. Et voilà, et je pense que, en tout cas, moi... Peut-être pas, c'est difficile au forceps de faire rentrer de la diversité quand les équipes sont pas prêtes à l'accueillir. Donc le rôle, et je pense que ça rejoint ce qu'on disait précédemment, aussi de la RH là-dessus, c'est de réussir à mettre de l'accompagnement, soit à travers des formations, soit à travers du coaching suffisant pour que les personnes accueillent
cette diversité. Parce que si c'est mettre de la diversité en l'imposant sans accompagner ce changement, enfin, on est dans une dynamique de changement aujourd'hui, et donc le changement, ça s'accompagne. Donc moi, je suis convaincue aussi que il faut le faire avec douceur et avec bienveillance et en mettant toutes les formations nécessaires pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas un rejet rapide de cette diversité. Ouais, c'est essentiel, effectivement. Merci pour vos partages. C'est très, très intéressant, très riche, très passionnant. L'heure tourne, donc on va passer peut-être aux questions. Si dans le chat, vous voulez vous exprimer, poser vos questions, n'hésitez pas. On est là aussi voilà, pour vous répondre. Profitez-en. Vous avez 2 personnes engagées qui sont là et qui sont prêtes à répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà, on est vraiment là pour parler de tout sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Donc, n'hésitez pas. Alma, je ne sais pas si tu as vu une question. Je te laisse la main. On a une question de Sylvestine Gomis. Et elle vous demande si dans vos équipes, il y a des collaborateurs qui sont dédiés ou des conseils D&I, diversité et inclusion. Alors, nous, on n'a pas de donc c'est les salariés qui le souhaitent qui se positionnent sur Opening pour nous aider à mener des actions. Tout à l'heure, Guillaume, tu parlais des quartiers privilégiés de la ville. Nous, on a mené une action. C'était, je me souviens plus avec le Covid maintenant, mais je crois que c'était début 2020, où un certain nombre de collaborateurs nous avaient proposé d'aller faire des interventions dans les collèges ou lycées pour expliquer les métiers de la banque à des jeunes de quartiers prioritaires. Et derrière, on s'est engagé sur notre job d'été, puisque par nature, on prenait des jobs d'été plutôt de l'environnement familial de nos salariés, et on s'est engagé à garder plus de 30% de ces jobs pour les jeunes qui avaient de l'intérêt et qui étaient en âge de travailler évidemment et qui avaient de l'intérêt pour venir découvrir la banque dans cette perspective-là. Donc c'était une belle opportunité. Je crois que c'était en 2019 parce qu'on n'a malheureusement pas pu le refaire en 2020 avec le Covid. Mais voilà, enfin pour nous c'est plus de l'engagement volontaire. Donc il y a beaucoup de communication d'opening au sein d'ING. Au moment où on recrute aussi des personnes de l'extérieur, on leur présente le réseau, on leur dit qu'ils peuvent être intégrés et actifs dans ce réseau, et après chacun se positionne sur les thématiques qui les intéressent. Merci beaucoup. Super, merci. Une autre question, c'est de Sandra qui demande un exemple de formation à mettre en place au sein des entreprises. Alors, il y a une formation qui est en cours de déploiement chez ING, vraiment à tous les niveaux de l'organisation, en commençant par le top, qui est une formation sur les stéréotypes et qu'on anime. Alors, en l'occurrence, c'est une société anglo-saxonne qui nous accompagne là-dessus parce qu'ils travaillent avec tous les pays du groupe. Et ce sont des comédiens qui jouent des scénettes de la vie quotidienne pour montrer les stéréotypes qu'on peut avoir dans nos propos, dans nos actions, etc. et qui derrière nous aident. Merci beaucoup. Une autre question, peut-être, Anna ? Je tenais à m'excuser pour les problèmes de connexion. Apparemment, on a des problèmes de connexion et les témoignages ne sont pas très clairs. Une question pour Guillaume. J'ai effectivement suivi l'affaire du blackface il y a quelques mois. Je me demandais quel impact cela a eu en interne sur vos collaborateurs avant que vous lanciez la collaboration avec Mixity. Ça a été super dur à vivre pour moi, pour l'équipe. Sujet complexe, comme j'ai tout à l'heure, sujet humain avant tout. Il faut se dire que nous, on est 110 personnes. J'ai des gens qui travaillent comme vendeurs dans les boutiques de Marseille, qui connaissent pas les 2 personnes en question et qui, du jour au lendemain, se retrouvent à voir leur vitrine pétée parce que les gens font l'amalgame total entre le comportement, encore une fois, privé de 2 personnes et l'entreprise. Donc, franchement, super dur, et je pense que ça a été un gros travail de reconstruction de confiance humaine, confiance dans l'entreprise, dans ses valeurs, confiance en moi.
confiance super dur. Franchement, moi, ça fait partie des trucs très durs à vivre. Après, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se mobilise et voilà, c'est comme ça qu'on bouge. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et au final, je pense qu'aujourd'hui, ça fait le temps et l'engagement sur ces sujets fait qu'on a reconstruit quelque chose qui est toujours en amélioration, mais qui permet de redonner confiance, de redonner du sens. Et j'espère, je crois, quelque chose d'engagement qui fera ciment pour la suite. Donc impact, si je réponds à la question, super dur. Et si je réponds, je rebondis sur la question que je vois aussi de Marie-Dominique sur comment convaincre un patron de PME. Moi, c'est vraiment ce que je fais dans l'écosystème startup avec Take Your Place. C'est que moi, j'interviens en racontant mon histoire, en disant, en fait, n'attendez pas qu'un événement de ce genre, quel qu'il soit, et ces deux personnes du ski français, sans rentrer dans le détail juridique, moi, c'est certain que pour moi, c'était impossible de reconstruire l'unité de l'équipe en gardant ces deux personnes dans la boîte. Vous ne pouvez pas être dans une boîte où 100% du temps, on vous pose la question de est-ce que ces deux personnes-là sont là ou pas. Enfin, c'est pas possible. Donc ces deux personnes ne sont plus dans la boîte aujourd'hui. Mais c'est vrai. Ce qui pose, la question vachement très profonde aussi de la distinction vie perso, vie pro. Ça pose des questions du monde dans lequel on vit. C'est dur, hein. Franchement, moi, j'ai bien cogité ces sujets-là, mais. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin ou quand on voit ce genre d'attitude qui n'est pas adaptée à une culture d'inclusion de l'entreprise, à ce que l'entreprise attend des personnes. Donc, c'est aussi effectivement être en mesure, comme tu l'as fait, Guillaume, de réagir. Soit quand on est sur la discrimination involontaire ou des biais où on ne se rend pas vraiment compte de l'impact que ça peut avoir sur certaines minorités, d'être en mesure d'alerter la personne, de la former, de l'accompagner pour s'améliorer. Et quand vraiment il y a une discrimination violente et forte et qu'il y a des attitudes non responsables sur ces questions-là, il faut aussi accepter en tant que dirigeant de se séparer de certaines personnes qui nuisent à l'environnement et à la culture d'inclusion de l'entreprise. Enfin, c'est aussi prendre sa responsabilité sur ces questions-là et y aller, quoi, parce que c'est là qu'on est attendu. Et parfois, c'est difficile. Il y a un vrai sujet de courage managérial dans des sujets qui peuvent faire jurisprudence. Et du coup, si je prends la question de Sylvestine, comment vous situez-vous en diversité actuellement? Là, moi, je rebondis avec mon sujet de complexité du sujet parce que, alors, on ne se voit pas, on n'est pas en live, il voit juste la question. Mais si la question est, en gros, combien de personnes diverses, multiculturelles avez-vous dans votre équipe, ce qui pourrait être le raccourci, moi, je vous réponds, en fait, la question, elle est beaucoup plus profonde que ça. Prenons la notation Mixity en détail sur les 5 thématiques, handicap, âge, LGBTQ+, des vraies méthodes et des vrais outils de mesure, plus que parfois des questions ou des réactions qui peuvent être un peu réseaux sociaux et très caricaturales et qui sont constructives pour personne. Et puis, la diversité et l'inclusion, c'est un chemin qui est long, qui est engageant, qui n'est pas facile et qui répond aussi à des enjeux qui sont ceux de l'entreprise, mais ceux aussi d'un contexte, d'un secteur. Et donc, plus on avance, plus on met en place des actions et plus dans le temps, on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, c'est aussi un sujet qui est très complexe, comme le dit Guillaume, et la diversité et l'inclusion, elle est visible, elle est non visible, elle est à plein de niveaux. Et c'est aussi accompagner les équipes dans leur propre unicité, on va dire, dans leur individualité. Et c'est prendre en compte les individus pour ce qu'ils sont avec toutes leurs spécificités. Donc, c'est un vrai engagement global 360 et pas effectivement une question comme ça posée là sur un item spécifique parce qu'on est concerné ou parce qu'on voudrait que ça avance. Et on veut tous que ça avance et vraiment s'engager sur ces questions. Et c'est pour ça qu'avec Mixity aussi, on a voulu mettre des indicateurs pour mesurer la diversité, notamment sociale, qui n'est pas forcément toujours visible et qui est un vrai sujet, et ethnique, réel ou supposé, et aussi la diversité LGBT dans les entreprises. Jusqu'ici, il n'y avait pas de data, il n'y avait pas d'éléments pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Aujourd'hui, ils existent, les données existent, les indicateurs existent, et petit à petit, on peut travailler, on peut avancer, on peut s'améliorer. Je ne sais pas s'il y a une dernière question qu'on peut prendre ou si on a fait le tour. On a fait un peu le tour, oui.
Merci à tous et à toutes. C'est évidemment passionnant. Je ne sais pas, je vous laisse le mot de la fin, peut-être un petit message rapide de la part d'Emeline et de Guillaume pour conclure, si vous avez un petit mot en résumé de tout ce qui s'est dit. Et puis, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le replay du webinaire. Et puis, on est à votre disposition. Si vous avez encore des questions que vous n'avez pas pu poser pour cette session, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous, on fera aussi suivre à Emeline, à Guillaume, les questions que vous pouvez vous poser. Le but, c'est vous donner des clés pratiques aussi, de partager des expériences authentiques, humaines de la diversité et de l'inclusion, que ce soit dans les petites, les moyennes, les grandes entreprises. Donc, on est toujours à votre écoute et prêt à vous accompagner. Emeline, Guillaume, je vous laisse le mot de la fin. Pour moi, le mot de la fin, ce serait que ça avance moins bien et pour répondre à la question, moi, s'il y a des CEO qui doivent être convaincus du sujet, écrivez-nous à Take Your Place et je serais ravi, comme je l'ai déjà fait pas mal de fois, de raconter le parcours du slip qui, s'il peut servir d'exemple, sera déjà une bonne façon de transformer un moment compliqué en quelque chose qui est utile pour tout le monde. Merci à vous, à bientôt et puis bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Emeline. Au revoir tout le monde.